le premier panéliste. Le premier panéliste sera en vidéo. C'est Christian Lévesque, qui est un directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et spécialiste des écosystèmes aquatiques. Il est également président honoraire de l'Académie d'agriculture de France et membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Outre-mer. Le sujet, c'est l'écologie scientifique est instrumentalisée par la pensée magique. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais en quelques minutes essayer de vous expliquer pourquoi l'écologie scientifique est instrumentalisée à l'heure actuelle par la pensée magique. Nous avons, nous les Occidentaux, hérité des religions du livre, l'idée que Dieu avait créé un monde parfait, harmonieux et en équilibre. Ça, c'est notre héritage théologique, qui n'existe pas forcément dans d'autres cultures, mais qui est devenu le fonds de commerce finalement de mouvements écologistes militants à l'image des grandes ONG internationales de conservation de la nature, je pense à WWF par exemple, et qui sont tous d'obédience occidentale. L'idée dominante de leurs propos, c'est que les humains détruisent cette magnifique nature que Dieu nous a léguée en héritage et que nous mettons ainsi en péril l'avenir de l'humanité. D'où des idées selon lesquelles une belle nature, c'est une nature sans l'homme, des idées de wilderness américain ou de naturalité européenne. Une belle nature est une nature sans l'homme, ça veut dire quelque part qu'on pense aux aires protégées. Les aires protégées des hommes, soyons précis. Ça, c'est le grand business international de la protection de la nature, qui est porté par ces grandes ONG internationales en particulier, et qui a sévi, je dirais, dans pas mal de pays tropicaux, notamment en Afrique et en Asie également. Il s'agit d'identifier des zones dans lesquelles on va écarter les populations de leur habitat naturel pour en faire des zones vierges de populations dans lesquelles la nature pourra s'exprimer librement. Un ouvrage intéressant dans le domaine était l'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc, un historien, qui a montré comment le WWF avait agi en Afrique pour mettre en place les parcs nationaux. Cette politique des ONG, elle est actuellement à l'ordre du jour, puisque lors de la dernière réunion de la COP 15 de la biodiversité, 190 pays se sont engagés à protéger 30% de la surface de la planète. 30% de la planète, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et on se pose la question, effectivement, si on protège 30%, même avec des bémols sur la participation ou non des sociétés locales à cette protection, on peut se poser la question, que va-t-on faire des humains qui en seront exclus? Parce que quand même, l'idée de ces zones protégées, c'est de libérer la nature des exactions des humains. D'où vient cette idée finalement que la nature est belle et généreuse, et seulement belle et généreuse? Évidemment, on ne voit rarement des propos selon lesquels la nature est hostile aux humains. Pourtant, c'est la réalité quotidienne de beaucoup de citoyens du monde. Cette idéologie de la nature, elle se fonde en réalité sur une représentation, je dirais, bucolique et métaphysique de la nature qui est née en gros au XIXe siècle dans différents pays européens, selon lequel la nature est un lieu de détente et d'activité ludique pour les citoyens bourgeois des villes. Parce qu'il faut être très clair, on est aussi dans une représentation de classe de la nature. Il y a la classe des bourgeois urbains, aisés, pour qui la nature est un lieu de détente, et il y a la classe des classes laborieuses, des ruraux, qui à l'époque, au XIXe siècle, étaient la plupart des paysans agriculteurs qui avaient une autre vision de la nature qu'une nature lieu de détente. Cette vision, elle a abouti et elle est à l'heure actuelle portée aussi par les Nations Unies, l'ONU, qui a décrété qu'il existait un jour de la Terre-Mère chaque année, c'est-à-dire qu'en fait, on revient à la déesse grecque de la Terre, l'adoration de Gaïa, la déesse mère,
qui s'appelle aussi Pachamama dans certaines religions pratiques sud-américaines, c'est d'une certaine manière redéifier la nature sous une autre forme. Le mythe de l'Apocalypse, c'est celui qui est à l'heure actuelle porté par ces ONG et par les médias, parce que les médias jouent un rôle aussi extrêmement actif dans ce domaine, selon lesquels finalement la nature est en danger. Nous la mettons en danger, et non seulement la nature, mais aussi l'avenir de l'humanité, parce qu'il y a la surpopulation, parce qu'il y a la mondialisation des systèmes et le système capitaliste qui est fortement attaqué par l'écologie politique. Il y a une mauvaise utilisation des innovations scientifiques. C'est le cas, par exemple, quand on parle des OGM, quand on parle des pesticides. Et tout ça contribue à une destruction de la nature. Vous en entendez souvent parler, l'érosion de la biodiversité, la disparition des oiseaux, la disparition des insectes. Tout ça, ce sont des propos qui sont tenus par des porteurs d'idéologie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact des humains sur la nature. Toute la question relève de la quantification de cette érosion et de la globalisation que l'on en fait. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les ruraux qui avaient une relation quotidienne à la nature, les agriculteurs ont des relations quotidiennes avec la nature. Et ils n'ont pas du tout la même vision bucolique que les urbains qui, eux, la vivent, je dirais, par intermédiaire. Donc, ils ont été confrontés, ils sont toujours confrontés à la question des animaux dangereux, des ravageurs de culture, des maladies. En Afrique, l'essentiel des maladies sont des maladies parasitaires transmises par des espèces vivantes, biologiques. Et puis, il y a toutes ces questions d'aléas catastrophiques, les crues, les sécheresses, etc., qui font que la vie, finalement, d'un agriculteur, de quelqu'un qui est en contact avec la nature, est assez aléatoire. Il y avait autrefois ce fatalisme où on implorait le Créateur, pratique dérogation en Europe par exemple, on implorait le Créateur pour bénéficier de sa clémence. Et dans beaucoup de religions, on s'adresse aussi à des dieux, à des esprits pour qu'ils nous accordent la clémence en matière de production agricole. La réalité de l'écologie que l'on ne vous présente jamais sous cet aspect, c'est que le mythe du paradis où tout est harmonie est vraiment un fantasme. Dans la réalité de l'écologie, ce qu'on appelle les réseaux trophiques veut dire que pour vivre, chaque espèce a besoin de manger une autre espèce, c'est-à-dire de tuer d'autres espèces. On est face dans le monde vivant et le monde écologique à ce paradoxe que c'est un véritable holocauste permanent d'espèces qui ont besoin de tuer d'autres et de manger d'autres espèces pour se nourrir et se reproduire. D'où cette idée que j'ai eue d'écrire ce bouquin qui s'appelle « Le double visage de la biodiversité. La nature n'est pas un jardin d'Éden », où je développe au contraire l'idée que l'homme n'est pas le destructeur inné de la nature, que l'homme, au contraire, a essayé au cours de son existence de se protéger des agresseurs de manière à avoir une certaine sécurité physique. Il a essayé de sécuriser les ressources alimentaires en faisant de la culture, en faisant de l'élevage, en aménageant sa niche écologique, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il y ait de l'eau toute l'année, c'est-à-dire il a fait des réserves en eau, il a fait de l'irrigation. Bref, il a aménagé la nature de manière à assurer à la fois sa vie biologique et sa sécurité physique. Ça, c'est une thèse que j'ai défendue et sur laquelle je pourrais dire que nous créons aussi des systèmes écologiques qui sont appréciés pour leur biodiversité ou pour leurs bienfaits. Je prends l'exemple en France de la Camargue, qui est un milieu totalement artificialisé, mais qui est considéré comme un site naturel au point qu'il est évalué comme un site Ramsar, c'est-à-dire le Graal de la conservation de la biodiversité. Je pense à nos bocages qui sont des créations humaines et qui sont tout à fait riches en biodiversité. Donc l'idée que l'homme détruit la nature est à
fortement relativisé, puisque nous avons aussi de nombreux contre-exemples de création de diversité et de richesse biologique par l'homme. Le visage sombre de la biodiversité, c'est-à-dire celui des maladies, celui de toutes les exactions que la nature peut commettre vis-à-vis des hommes et des animaux, parce que la nature ne fait pas de nuance entre les hommes et les animaux, c'est quelque chose dont on parle peu. On en parle peu et on est arrivé à cette situation assez paradoxale, c'est que ce que l'on appelle finalement des nuisances de la nature, ça n'est pas une qualité intrinsèque de la nature. La nature est a priori bonne et généreuse. Mais avec un raisonnement un peu jésuite, on peut arriver à dire que finalement, si il y a des nuisances de la nature, ce n'est pas la faute de la nature, c'est parce que nous la détruisons. C'est une vengeance de la nature. Nous faisons en sorte, en détruisant la biodiversité, que l'on ait des épidémies du genre Covid. C'est ce discours qui a été tenu il y a quelques années, par, y compris des scientifiques qui disaient le Covid, les épidémies, ce sont des vengeances de la nature parce que nous détruisons la biodiversité. Je voudrais rappeler simplement que lorsqu'on parle de l'ONU, l'ONU est une organisation politique dans laquelle il y a beaucoup d'influences, je dirais, théologiques et métaphysiques. L'ONU est à l'origine des conventions sur le climat, sur la biodiversité, du GIEC et de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et vous serez peut-être surpris de voir dans les papiers du GIEC des expressions qui sont mises sur le cadre conceptuel de cet organisme, où l'on voit vie en harmonie avec la nature, vie en équilibre et en harmonie avec la terre-mère, don de la nature, terre-mère, système de vie. On voit tout de suite, et quand on rappelle tout à l'heure, je rappelais tout à l'heure que l'ONU avait instauré une journée de la terre-mère, de la mère nature, on voit bien que quelque part, cet organisme qui se fait passer pour scientifique est quand même sous une forte influence mystique, voire théologique. Et je crois qu'il faut faire très attention, quand on parle d'écologie et de science, à l'origine finalement des propos qui sont tenus. Donc, en réalité, pour protéger la biodiversité dans le monde et surtout dans les pays en développement dans lesquels j'ai beaucoup travaillé, la réalité, ce n'est pas forcément la surpopulation, ce n'est pas forcément les innovations technologiques, c'est la pauvreté, tout simplement. Et il est vrai que lorsque la population s'accroît, on a besoin de plus de ressources, on a besoin de plus de nourriture. Donc, il faut faire en sorte que si on parle de protection de la nature et d'extension des aires protégées, de se demander ce que l'on va faire des populations exclues de leurs terres qui vont venir alimenter finalement le prolétariat urbain. Et il y a là un raisonnement qui est complètement discutable de la part des mouvements écologistes, c'est qu'on ne dit jamais ce que l'on pense faire des populations qui seront exclues de leurs habitats naturels ou de leur lieu de vie. Si on demandait, par exemple, à tous les Camarguais de quitter la Camargue, ce serait effectivement intéressant comme expérience. Juste une petite anecdote, mais quand il y a eu, en 2020, une invasion massive des criquets migrateurs en Afrique de l'Est, qui a ravagé finalement beaucoup de récoltes de ces régions, on a assisté à un silence éloquent des mouvements conservationnistes et des scientifiques, qui sont souvent affiliés à ces mouvements, et alors que en même temps, finalement, il y avait en Australie des grands feux de brousse, et qu'on s'est attaché à dénombrer toutes les espèces qui avaient été tuées par ces feux de brousse. Il y a donc un comportement totalement différent vis-à-vis de l'espèce humaine et vis-à-vis de la nature, avec, vous avez compris, la balance penche fortement en faveur de la nature. Pour terminer, je dirais que ce sentiment de peur, parce que c'est ça, finalement, le but finalement, de ces ONG, c'est de créer la peur. C'est d'ailleurs affiché par des philosophes écologistes comme Hans Jonas, l'allemand Hans Jonas. C'est de faire en sorte que l'on reprenne le mythe de l'apocalypse, hein, c'est-à-dire que si vous ne répondez pas
aux critères, si vous n'acceptez pas les idées de la croyance, qui était autrefois Dieu, maintenant la croyance en la bonté de la nature, nous allons effectivement vers une situation qui devient incontrôlable et c'est la fin du monde, l'apocalypse. Les grandes ONG peuvent ainsi imposer leur idéologie avec une forte complicité des scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques que je qualifie de pyromanes qui entretiennent le feu pour des raisons que l'on pourrait discuter, mais qui sont liées à l'obtention de crédit. Et puis, il y a les médias qui, évidemment, veulent faire le buzz et en rajoutent, je dirais, beaucoup plus encore que les scientifiques, parce que ça fait vendre. Hein, ça fait vendre dans les médias de présenter des informations anxiogènes. Je vous ai mis ce petit poster de Donald Trump discutant avec Aristote qui vous disait que vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que la vérité sort de la répétition des mensonges. Pour terminer, je vous présente ce petit cartoon que j'avais recueilli lors de la conférence de Rio en 92. Et il disait sauver la Terre, sauver la planète, sauver les enfants, sauver la Terre et sauver l'argent. Je crois que derrière tout ça, il y a aussi des questions économiques qui ne sont pas forcément très reluisantes. Je vous remercie pour votre attention.